Bonjour, je suis Cathy, créatrice et animatrice du podcast My Polyglot Life en français et coach NeuroLanguage. En général, j'aide des adultes qui apprennent le français et veulent atteindre un niveau avancé, mais aussi des adultes francophones qui veulent améliorer leur communication en anglais. Mais cette année, j'ai décidé de faire une pause pour me confronter à un nouveau challenge, enseigner l'anglais au Japon dans le cadre du JET programme. Dans cette saison du podcast, la 5e, je partage avec toi des moments de ma vie ici et les réflexions que ça m'inspire. Je vais parler de l'école japonaise, d'éducation, de la vie d'expatrié et de la culture japonaise et aussi de mon propre apprentissage de la langue. Bonne écoute! Bonjour! Avant de plonger dans le thème de l'épisode d'aujourd'hui, qui est une exploration de la notion de tradition avec les traditions du Nouvel An en France et au Japon, mais aussi mes réflexions sur les traditions qui sont un lien avec le passé, mais aussi un poids qui peut emprisonner. Avant tout ça, je vais faire une petite parenthèse. Si tu te souviens, si tu as écouté le dernier épisode, mi-décembre 2023, je m'étais engagée à faire un plan des points de grammaire japonaise prioritaires que je veux réviser. Alors, ai-je réussi? Roulement de tambour, partiellement. J'ai eu du temps libre au début des vacances scolaires des enfants. J'étais au bureau et j'avais pas grand-chose à faire, donc j'ai commencé et j'en ai profité pour organiser, classer et réviser certains points rapidement en faisant des phrases d'exemple. Ça m'a déjà permis de clarifier certaines choses, mais j'ai pas terminé. Il faut dire que j'avais 4 mois de cours à réviser et que j'ai pas emmené les papiers pendant ma semaine de vacances à Okinawa. Je voulais pas me charger inutilement avec des papiers de grammaire que je n'allais probablement pas utiliser. Donc, je n'ai pas terminé cette grande liste des points de grammaire que je veux réviser. Mais je suis quand même assez satisfaite de mon voyage, en tout cas parce que j'ai pu beaucoup parler en japonais pendant mes vacances. Donc déjà, c'était une occasion de pratiquer. C'était souvent sur le thème du voyage ou alors des choses que je répète souvent sur le Canada, donc j'ai pu m'en sortir sans trop de frustration. Malheureusement, je constate qu'il y a encore trop de vocabulaire inconnu qui empêche ma compréhension. Et au final, c'est plus le vocabulaire qui me gêne que la grammaire. Apprendre une langue, et en plus une langue aussi éloignée, c'est un travail de longue haleine, en particulier parce qu'il n'y a aucune racine commune entre le japonais, l'anglais et le français. Même si c'est de moins en moins vrai, car au moins quand je parle, je peux essayer d'utiliser certains mots anglais japonisés, et parfois les gens me comprennent. Surtout les gens les plus jeunes ou des gens qui ont voyagé ou qui ont quelques notions d'anglais. Si j'adapte un peu la prononciation, on peut se comprendre. Ce sont des mots qu'ils comprennent, mais c'est pas forcément le mot que eux ou elles utilisent spontanément quand ils expliquent quelque chose. Donc c'est pour ça que la compréhension reste compliquée, même si je comprends mieux que je ne parle. Quand je parle, j'ai encore du mal à utiliser une grammaire plus avancée ou en tout cas plus diversifiée, mais je sens que si j'avais le temps de réfléchir, j'y arriverais peut-être. Parfois, je suis capable de me corriger après coup. Bon, c'est toujours après la conversation, quand j'analyse en rétrospective, que je me rends compte des bêtises que j'ai dites, mais c'est un début. Si ça t'arrive, encourage-toi, donne-toi des encouragements. C'est la première étape, donc tu es sur le bon chemin, continue. En plus de cette pratique à l'oral dans des conversations, j'ai aussi terminé un manga que j'avais commencé en novembre, début novembre, et j'ai pas pu m'empêcher d'acheter un nouveau livre, et c'est un livre qui présente des infos étonnantes sur plein de pays dans le monde, donc c'est une lecture assez fun. La littérature, c'est encore trop inaccessible pour moi, mais un livre comme ça qui n'est pas de la fiction, c'est assez intéressant et puis les chapitres sont très courts donc ça se lit assez vite. Et le fait qu'il y ait la transcription de tous les kanji en hiragana, qui sont des caractères que je peux lire, ça rend la lecture assez fluide.
Et même si je dois bien sûr avoir un dictionnaire à côté de moi et parfois vérifier une phrase entière que je suis pas sûre de bien comprendre avec Google Translate ou DeepL, en tout cas, le niveau est assez bas de ce livre pour que je puisse comprendre sans faire beaucoup de pauses. Donc voilà, je voulais juste faire cette parenthèse pour te tenir au courant de l'état de ma promesse et de l'avancement de mon apprentissage après 5 mois ici. C'est encore très lent et les progrès, surtout à l'oral, sont très lents. Maintenant, passons au thème du jour qui est particulièrement présent au Japon, mais en France aussi. Ce sont les traditions. La tradition, c'est un lien avec le passé. Comme j'ai dit tout à l'heure, c'est un ancrage, ça permet de perpétuer la mémoire des ancêtres et des cultures. Mais c'est aussi un poids qu'on peut traîner et qui nous retient prisonniers ou prisonnières, en particulier prisonnières d'ailleurs. Depuis des siècles, les cultures dans lesquelles on évolue ont été façonnées par le patriarcat. C'est ainsi qu'on voit des femmes défendre et perpétuer des rituels tels que l'excision et le mariage forcé. Donc, des femmes qui infligent des violences à d'autres femmes. Les rituels, les traditions, c'est quelque chose qui est à la fois rassurant. Le cerveau n'aime pas le changement, donc ça nous rassure. Mais c'est aussi un carcan. Un carcan, c'est la même idée qu'une prison. C'est quelque chose qui nous empêche d'être libres de nos mouvements. Et le cerveau n'aime pas le changement, donc il va résister au changement et se sentir assez confortable, assez à l'aise dans ces rituels bien cadrés qui diminuent peut-être notre liberté, mais nous permettent aussi de ne pas penser à ce qu'on doit faire. On va juste reproduire ce qui est fait depuis des années, des dizaines, des centaines d'années. Et il y a vraiment des systèmes en place pour protéger les traditions. Des systèmes qui ne sont pas forcément visibles, mais qui sont là pour asseoir la domination d'un groupe. Et c'est pour ça qu'on parle de conservatisme ou de réactionnaire. C'est conserver un certain état des choses et donc conserver la situation telle qu'elle est favorable à certaines personnes qui contrôlent quelles sont les traditions, comment on fait les rituels, etc. C'est ainsi que les femmes souffrent d'un retard considérable en termes de patrimoine, d'accès aux études, de confiance en soi et de reconnaissance publique. En France, pour 2023, il y a des études qui font toujours le top 1000 des personnalités reconnues par la population. Et dans ce top 1000, en France, moins de 19%, moins de 20% étaient des femmes. Ça fait pas beaucoup de femmes sur 1000 personnes. Mais il n'y a pas juste les femmes, il y a aussi, depuis des siècles, la couleur de la peau la plus pâle, la plus blanche, entre guillemets, parce qu'on n'est pas vraiment blanc, mais rose, voire rouge quand il fait chaud. La couleur de la peau pâle a été associée à la supériorité. Et même toutes les traditions ne sont pas égales. Certaines traditions, les rituels païens, des langues régionales, des cultures régionales ont été discréditées et cataloguées comme inférieures à celles des métropoles, à la pointe de la mode et du progrès, soi-disant, et à la culture et aux traditions qu'on voulait installer pour justifier une domination ou une supériorité factuelle. Parce que les traditions, en fait, sont très locales par nature. Les humains s'organisent en cercles du plus petit, la famille, au plus large, la communauté plus ou moins grande. Et ces traditions, elles servent à la fois à inclure, donc à faire partie d'un groupe, à montrer qu'on appartient à un certain groupe, mais aussi, elles servent aussi à exclure. Il y a eux et il y a nous. Il y a les autres personnes et il y a notre groupe, et les autres personnes sont souvent considérées a priori comme des ennemis ou des personnes desquelles il faut se méfier. C'est source d'incompréhension et de jugement de valeur. Ces traditions, bien sûr, elles évoluent au fil de l'histoire. Certains groupes prennent le dessus sur d'autres groupes, donc ça peut changer. Tout peut être mis sans dessus-dessous, donc peut être renversé, modifié. Et depuis la révolution industrielle et encore plus le tournant ultralibéral des années 1980, le capitalisme façonne nos sociétés et nos traditions.
et elles sont toujours plus déconnectées de leurs valeurs spirituelles et rattachées à leur simple expression matérielle. L'expression matérielle des traditions, le côté commercial, c'est pour ça qu'on a parfois ce sentiment de perte de valeur, perte de sens. On a l'impression que les traditions deviennent machinales, quelque chose qu'on fait par habitude, mais on ne sait même plus le sens de pourquoi on fait ça. Elles deviennent automatiques. On recherche la praticité, la simplicité d'usage et une uniformisation qui permet de produire à grande échelle. J'ai l'air de me plaindre comme ça, mais pourtant, même si le sens m'échappe, je m'efforce d'embrasser et de pratiquer les rituels et traditions de la région où je me trouve. Que ce soit le Canada, le Québec ou le Japon, j'essaye d'imiter les gens autour de moi. Tant que ces traditions restent bon enfant, donc bon enfant c'est assez innocente, et qu'il n'y a pas d'atteinte à la dignité humaine d'autrui, bien sûr. Alors pourquoi ça? Pourquoi est-ce que j'essaye d'imiter les gens autour de moi? Pour faire comme tout le monde, bien sûr, il y a la pression du groupe, peer pressure, mais aussi parce que c'est une façon de se sentir un peu plus intégré, comme faisant partie du groupe, même si c'est à un niveau superficiel. Et aussi parce que c'est excitant de découvrir quelque chose de nouveau et de s'intéresser à l'origine de la chose. Par exemple, au Japon, il y a beaucoup de traditions qui sont des opportunités pour rendre hommage aux ancêtres et aux esprits du monde qui nous entoure, comme enlever les chaussures avant d'entrer chez quelqu'un pour ne pas déranger les esprits. Il y a de multiples incitations à prier au temple ou à acheter des petits papiers qui sont censés dire la bonne ou la mauvaise fortune. Et ce sont aussi des occasions de faire une pause pour l'introspection et la réflexion sur soi-même et sur ses actions. Je suis pas sûre que tout le monde le fasse, mais ça appartient à chacun. Et en tout cas, c'est comme ça que moi je vois les choses. Que prendre ce moment pour faire de l'introspection ou réfléchir à l'intention que je voudrais donner à mes actions futures. C'est comme ça que j'utilise les moments où je vais au temple me recueillir, comme les gens font autour de moi. Comme beaucoup de monde, j'ai longtemps méprisé les traditions, notamment parce que j'ai des souvenirs de mes lectures de romans du XVIIIe, XIXe siècle, où les traditions étaient plus souvent superstitions, voire même superstitions ridicules ou d'une perpétuation d'un système injuste envers les femmes et les plus modestes. Les langues régionales et les patois ont été sauvagement réprimés chez mes ancêtres et même mes grands-parents qui se faisaient taper sur les doigts. Et peut-être que j'ai intériorisé ce sentiment d'infériorité ou du fait que les traditions et les choses régionales n'étaient pas des choses valorisées ou des choses qu'il fallait valoriser et qu'il fallait continuer, en fait, perpétuer. Les traditions populaires ont mauvaise presse, tandis qu'on cherche à diffuser le plus largement possible les traditions des groupes dominants, sans donner à tout le monde les moyens de les appliquer. Et c'est fait de façon intentionnelle. Prétendre que tout le monde peut adopter les bonnes manières, entre guillemets, destine les gens à l'échec. It sets people up for failure, destine les gens à l'échec, et ça alimente le sentiment d'infériorité et le manque de confiance en soi. Pourquoi tout le monde ne peut pas avoir accès aux bonnes manières? Alors en théorie, tout le monde peut apprendre les bonnes manières, mais dans la réalité, ça prend du temps, et le temps, comme dit l'expression, c'est de l'argent. Si on doit travailler dur, longtemps pour gagner de quoi vivre, on n'a pas le temps d'apprendre les bonnes manières et comment placer sa fourchette, son couteau, les gestes de politesse, etc. qui sont faits dans la haute société. Concernant les langues, c'est un peu plus compliqué. C'est un fait que les variations des dialectes ou des langues rendent la communication plus difficile. Et j'en ai déjà parlé dans ces épisodes à propos de là où je suis au Japon. Au Québec, j'habite dans une région avec une langue dont la version parlée se distingue de plus en plus du français parlé en France. À l'écrit, dans un contexte standard ou formel, les deux restent très proches. Mais à l'oral, le québécois est vraiment très différent du français parlé en France. Mais personnellement, je la comprends, donc je trouve ça mignon, et je comprends l'importance de se battre pour préserver la langue et la culture associées. Par contre, ici au Japon, j'avoue que je commence à en avoir marre du awajiben,
le dialecte d'Awaji, de l'île d'Awaji, qui me fait penser que je ne progresse absolument pas en japonais tellement je ne comprends rien à ce qui se dit autour de moi. Les intonations, le vocabulaire, ça rend la compréhension vraiment difficile et c'est très frustrant. Et dans ces moments-là, je me retiens de dire « mais parlez un japonais standard, un japonais que je peux comprendre et articuler, bon sang !» Mais je me retiens, je sais que quelque chose de plus important que mon confort personnel se joue ici et que la lutte au quotidien contre l'uniformisation du monde et des pensées, par des choses aussi petites que s'exprimer dans la langue de son groupe, est bénéfique pour la société en général. C'est en confrontant les points de vue qu'on peut trouver un équilibre. Bon, je pense aussi que c'est important que les gens sachent s'adapter à leur audience et fassent un effort de communication quand ils parlent avec des gens de l'extérieur. C'est comme ça qu'on peut arriver aux échanges culturels et aux échanges d'opinions. Mais tout le monde n'a visiblement pas la même capacité à le faire, donc ne prends pas toute la faute sur toi si tu ne comprends pas bien certaines personnes. Elles ont probablement une part de responsabilité aussi. C'est un fait qu'il y a des gens qu'on comprend mieux que d'autres, parce qu'ils parlent plus clairement, ils font des efforts, plein de raisons, mais tu n'es pas forcément la seule personne responsable si tu ne comprends pas ce qu'on te dit, surtout si tu constates que tu comprends certaines personnes et pas d'autres. Donc, continue de rester concentré, de travailler, et si tu es dans une région avec un dialecte ou une façon de parler vraiment différente du français standard, continue de travailler sur cette variation spécifique. Essaye de trouver des ressources ou des gens qui pourront t'aider à t'immerger dans ce français spécifique. Bref, c'était une introduction bien trop longue pour le sujet du jour qui sont les traditions du Nouvel An au Japon et en France. Et je suis partie un peu dans tous les sens, donc j'espère que je ne t'ai pas perdu, que tu as réussi à suivre et que tu as quelques idées toi-même sur les traditions, que tu serais capable d'en parler en français. N'hésite pas à prendre un moment pour réfléchir et noter quelques idées dessus pour pratiquer. Avant que tu ne prennes tes résolutions pour la nouvelle année, si c'est pas déjà fait, ou avant que tu ne te fixes des objectifs, je voulais t'inviter à réfléchir aux traditions qui t'ancrent dans ta culture, ton idée, ta spiritualité, mais aussi aux traditions qui te retiennent, qui t'imposent un cadre mental, qui freinent ta créativité ou ton épanouissement. Quelles sont celles que tu veux garder, modifier ou dont tu veux te débarrasser ? Comment ces traditions ou leur abandon pourraient t'aider à atteindre les objectifs que tu te fixes pour cette année 2024. N'hésite pas à faire du journaling ou à y réfléchir dans la langue que tu veux, mais si tu le fais en français, ça sera une occasion de pratiquer quelque chose un peu plus profond, plus nuancé et plus précis. Donc voilà, n'hésite pas à le faire même dans plusieurs langues, à mélanger l'anglais ou ta langue maternelle et le français. Allez, comme j'avais envie de partager un épisode culturel sur le Japon, je vais ici te parler de quelques coutumes du Nouvel An au Japon. Et comme tu apprends le français, j'ai aussi sélectionné 4 traditions françaises de la nouvelle année, dont certaines sont en train de disparaître avec le changement des mœurs dans la société. Au Japon, beaucoup de traditions, comme en France d'ailleurs, beaucoup de traditions sont liées à la nourriture. Au Nouvel An, au Japon, il y a le style qui s'appelle Osechi Ryori. Donc, on trouve un certain nombre de plats qui varient selon les régions et ces plats ont un symbole. Donc, c'est pour ça qu'on les sert au Nouvel An. Il y a par exemple les nouilles soba qui sont un symbole de longévité, la soupe nishime qui est faite de bouillon d'ashi et de légumes, dont par exemple des carottes taillées en forme de fleurs pour les saisons, les récoltes, etc. Et il y a des racines de lotus dont les trous permettent de voir l'avenir et d'autres ingrédients tout aussi symboliques. Les mochi ronds font évidemment partie du repas, symbole de plein de choses. Ils sont servis dans du bouillon pendant le repas, mais aussi en dessert, dans une sorte de soupe légèrement sucrée de haricots rouges appelée zenzai. Rien n'est laissé au hasard dans le repas du Nouvel An ou du Réveillon.
on accumule des ingrédients hautement symboliques pour attirer les faveurs du destin sur sa famille et attirer la santé, par exemple, donc des choses positives. Et en plus des classiques dégustés quasiment dans chaque famille japonaise, comme j'ai dit, chaque région a ses spécificités. Par exemple, on peut trouver des haricots noirs qui symbolisent le travail, des œufs de poisson pour la fertilité, des anchois frits pour les récoltes et plein d'autres petites choses. Et finalement, le 11 janvier, on casse ce qui s'appelle le Kagami Mochi. C'est des mochis qui sont empilés. Il y a un grand rond un peu plat à la base, un rond un peu plus petit et un autre rond, mochi rond au sommet plus petit. Donc c'est une forme de sapin de Noël si on veut. On le met dans la maison au mois de décembre, ça reste en décoration et on le casse avec un marteau et pas un couteau parce que couper au couteau ça porterait malheur d'après la légende. Donc on le casse et on le sert le 11 janvier, on le fait cuire avec une soupe ou autre chose. Et pour accompagner le repas, on déguste du saké, qui est l'alcool de riz, ou du hamasake. Deuxième tradition, le passage à la nouvelle année est marqué par le son de la cloche des temples qui sonne 108 fois. Donc c'est soit 108 coups qui sont sonnés par un représentant du temple, comme m'a dit un des profs de mon école dont la famille s'occupe d'un temple, soit 108 coups par des personnes différentes, comme dans le temple où j'ai célébré le réveillon. Pourquoi 108 ? Parce que selon les enseignements bouddhistes, il s'agit du nombre des désirs et des péchés dont les humains doivent se débarrasser pour atteindre le nirvana. J'ai eu la chance d'accompagner les hôtes de ma guest house à Nago, sur l'île principale d'Okinawa, à la célébration au temple où mon hôte était bénévole. J'ai pu voir tout le quartier qui est venu défiler pour prier et partager un bon moment au coin du feu. Les gens en profitent aussi pour acheter des amulettes, des omikuji, sont des présages pour l'année à venir, et se débarrasser des amulettes de l'année précédente. Il et elle prient devant l'autel, puis vont sonner la cloche. Le 108e coup a eu lieu juste avant minuit. Et après ça, les gens pouvaient continuer. Il y avait encore une file assez longue, mais seuls les 108 premiers ont eu un papier certifiant qu'ils étaient parmi les heureux élus à avoir sonné la nouvelle année. Je ne suis pas spécialement croyante, même si, ou peut-être parce que j'ai été élevée dans la religion catholique et que je déteste toutes les églises, mais je reconnais le besoin humain d'une certaine dose de spiritualité. En effet, je trouve que ça peut nous relier au monde qui nous entoure, aux autres êtres vivants, pas seulement les humains, et à l'univers plus globalement. C'est un moment où on peut ralentir, se concentrer sur ce qui est important pour nous au-delà du quotidien, où on peut penser aux autres. C'est pour ça que j'ai pris l'habitude de me recueillir régulièrement dans les temples et les sanctuaires bouddhistes et shinto. La première visite au temple est souvent le jour de l'an, mais parfois certaines personnes en font plusieurs ou attendent quelques jours pour aller visiter un temple ou un sanctuaire précis, un peu plus loin, et prier la divinité associée au lieu. Quand j'étais à Naha, la plus grosse ville d'Okinawa, je suis passée à côté du temple Gokokuji et j'ai été impressionnée par la foule qui s'y pressait et la file d'attente pour accéder à l'endroit où on fait les prières. Il y avait aussi des cérémonies animées par des prêtres, si c'est comme ça qu'on les appelle, à intervalles réguliers. Et la queue pour acheter les objets symboliques du Nouvel An était aussi très longue. Et le tas avec les anciens objets bénis qui seront brûlés par le temple était lui aussi volumineux. Les anciennes amulettes qu'on rapporte au Nouvel An sont brûlées le 15 janvier. Une autre tradition du Nouvel An, c'est d'assister au premier lever de soleil. J'avoue qu'après avoir veillé jusqu'à minuit, j'ai pas eu le courage de conduire 30 minutes au moins pour aller à un point de vue où j'aurais pu voir le soleil se lever sur la mer. C'était peut-être très joli, quoique c'était un peu nuageux, donc peut-être que j'ai bien fait de rester à la maison. Mais j'ai fait l'effort de me lever à 7h15 pour assister au premier lever de soleil depuis la fenêtre de ma chambre. Je pouvais pas voir l'horizon, mais je me suis dit que symboliquement, j'étais présente. C'est ce qui compte. Une autre tradition que les enfants adorent, ça s'appelle Otoshidama et c'est une somme d'argent que les enfants reçoivent pour le nouvel an de
leurs grands-parents ou des personnes plus âgées de la famille. Et encore des traditions pour les enfants, avant que les téléphones, tablettes et jeux vidéo n'accaparent leur attention, il y avait un certain nombre de jeux traditionnellement joués pendant les 3 premiers jours de janvier. Ces traditions sont en train de se perdre, mais les symboles sont encore présents dans le folklore et connus de tous. L'une de ces traditions, c'est de faire voler des cerfs-volants le 1er janvier. Et quand j'étais en vacances à Okinawa, j'ai vu plusieurs familles faire ça le 1er janvier. Il faisait beau, il y avait un peu de vent, donc il y avait quelques cerfs-volants dans le ciel. Passons en France, il y a beaucoup moins de traditions de 1er janvier que de traditions de Noël ou d'avant Noël, mais j'en ai quand même répertorié 4. Le premier, c'est de s'embrasser sous le gui. Donc apparemment, c'est pas seulement français, mais c'est une tradition du nord de l'Europe. Le gui, c'est mistletoe en anglais. Et j'utilise ici le conditionnel pour parler d'une information non vérifiée. Le gui serait un symbole de longévité, de longue vie et de prospérité. Associer le gui à la nouvelle année est une superstition pour placer l'année sous les meilleurs auspices. À noter qu'en français, on n'a pas de traduction directe de l'adjectif auspicious. Ce qui est bien dommage, mais on peut s'en sortir en utilisant l'expression « sous les meilleurs auspices » A-U-S-P-I-C-E-S ou « sous d'heureux auspices ». Les auspices peuvent être négatifs aussi, dans ce cas on parle de funestes auspices. Le mot funeste partage la racine de funérailles par exemple, donc c'est l'opposé de avoir du fun, quoi. Une deuxième tradition, c'est de rendre visite à la famille le 1er janvier, ou en tout cas avant la fin janvier si les personnes ne sont pas dans une région proche de là où on habite, pour présenter ses vœux. Avant Internet, on envoyait une carte de vœux, carte papier de vœux. Maintenant, c'est beaucoup plus électronique, une e-carte de vœux. Mais aussi, on allait voir les gens chez eux. Et on y va souvent pour un café dans l'après-midi, une visite assez courte, parce qu'on a souvent plusieurs maisons à visiter si on habite dans la même région que sa famille étendue. Donc ça peut être les grands-parents, les oncles, les tantes, cousins, cousines, etc. On essaye de faire le tour des maisons. Et comme d'habitude, quand on rend visite à quelqu'un, on n'arrive pas les mains vides. On peut apporter des fleurs, des chocolats, des biscuits ou un gâteau. Et pourquoi pas, si on vient après le 6 janvier, une galette des rois. La galette des rois, tradition numéro 3, c'est peut-être la tradition la plus populaire du mois de janvier. Bien sûr, on peut manger du pitivier toute l'année, mais c'est seulement en janvier que le pitivier devient galette des rois, avec une fève en céramique à l'intérieur et une couronne. Les enfants veulent tous trouver la fève. Les adultes aiment la saveur délicieusement beurrée de ce gâteau de pâte feuilletée fourré à la crème d'amande qu'on appelle frangipane. Mais ils ne se battent pas pour la fève parce que la personne qui la trouve doit payer la prochaine galette et inviter les autres pour la déguster. C'est un cercle sans fin jusqu'à la fin du mois de janvier. Donc entre Noël et la galette des rois, en France, on oublie le régime et en février, avec les crêpes de la Chandeleur, les beignets de la mi-carême, c'est pas mieux. Donc bref, si tu vis en France, tu oublies l'idée de commencer un régime et tu embrasses la gourmandise. La galette des rois à la frangipane, c'est la forme la plus courante de nos jours. Mais dans certaines régions, la galette des rois est en fait une brioche tressée en rond, donc en forme de couronne, et garnie de fruits confits, avec toujours une ou plusieurs fèves. C'est similaire à Roscón de Reyes en Espagne, appelé Rosca de Reyes au Mexique. La galette briochée est souvent privilégiée dans les célébrations où on doit servir un grand nombre de personnes, parce qu'elle est moins chère que celle à la frangipane. Et finalement, une dernière tradition qui a un lien, qui ressemble à la tradition de Otoshidama dont j'ai parlé au Japon, ce sont les étrennes. Les étrennes, c'est de l'argent. Au Japon, c'est uniquement pour les enfants, mais en France, c'est une coutume ancienne, donc une tradition ancienne, mais dont le destinataire a changé au fil de l'histoire. La tradition que j'ai connue quand j'étais petite et qui date probablement du 19e ou 20e siècle, mais je peux me tromper, j'ai pas vérifié, est la suivante.
Les étrennes sont un moyen de remercier le concierge de son immeuble ou son facteur en leur offrant une carte de vœux accompagnée d'une petite somme d'argent. Mais je ne sais pas s'il y a toujours autant de concierges qu'avant dans les immeubles et la relation a probablement changé. Donc je ne sais pas quelle est la proportion de gens qui donnent des étrennes à leurs concierges. Ça me semble très parisien comme tradition parce que c'est là qu'on trouve des grands immeubles avec des concierges. Peut-être c'est pas aussi courant dans le reste de la France. Et actuellement, on reçoit aussi moins de courriers à part des factures. Donc je sais pas si on a envie de remercier son facteur comme on le faisait avant. Mais dans certaines familles, la tradition des étrennes concerne aussi les enfants. Par exemple, quand j'étais petite, je recevais de l'argent de mes grands-parents paternels à Noël, mais du côté de mes grands-parents maternels, je recevais des étrennes en janvier quand on allait leur souhaiter la bonne année. Et dans ton pays, j'aimerais bien savoir quelles sont les traditions de la nouvelle année. N'hésite pas à m'envoyer un message pour me parler d'une ou deux traditions, en français si tu peux, de ton pays. Pour terminer cet épisode, une dernière petite note linguistique, parce qu'en préparant la leçon pour parler à mes élèves des jeux traditionnels japonais en anglais, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de mots que je ne connaissais pas en anglais. Du genre, comment on dit « volant ». Volant, c'est l'objet qu'on lance avec une raquette au badminton. Donc shuttlecock en anglais. Ou encore, comment on appelle le jeu des osselets. Pour être honnête, je ne sais même pas si les jeunes Français connaissent ce mot. Je le connais parce que mes grands frères en avaient, mais j'ai jamais appris comment y jouer. Et j'ai même oublié comment on dit en anglais. Jacks, je crois que ça ressemble à un jeu qui s'appelle Jacks. Au Japon, un des jeux traditionnels s'appelle Hanetsuki. C'est comme le badminton, mais avec une raquette en bois rigide. Donc bien sûr, je connais les mots wood, wooden et paddle, mais ça me serait pas venu à l'esprit d'utiliser wooden paddle pour décrire les raquettes en bois qu'on utilise dans ce jeu. Pour moi, c'est une raquette, c'est pas une paddle. Paddle, c'est ce que j'utilise pour faire du canoë. Même si, effectivement, c'est plus une forme de paddle que de raquette. Mais en français, si c'est un truc qui ressemble à du tennis, c'est une raquette. Donc comme tu le vois, on peut avoir un niveau avancé et encore apprendre du vocabulaire tous les jours. Même en français, j'en apprends régulièrement, en particulier dans la littérature, ou alors du vocabulaire technique, précis, des noms de plantes ou des objets qu'on utilise dans l'enfance. Les objets qu'on utilise dans l'enfance, on les connaît dans notre langue maternelle ou la langue du pays où on a vécu à cette époque. Mais c'est souvent des mots qu'on ignore dans une langue qu'on utilise à l'âge adulte. On peut aussi, même à un niveau très avancé, avoir une syntaxe qui trahit notre langue d'origine. Donc il reste encore des choses à explorer quand on veut approfondir notre connaissance d'une langue. C'est un projet infini, donc sans fin, mais aussi c'est ça qui fait la beauté des langues. Et je ne sais pas si tu es au courant, mais j'en profite pour te parler d'un service de coaching que j'offre pour travailler spécifiquement sur la production écrite, que ce soit en prévision d'examen ou pour ton plaisir. Donc ça s'adresse aux personnes qui ont un niveau avancé et ça se fait de façon asynchrone, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire un rendez-vous en visio. Tu m'envoies 1 ou 2 textes par mois et je t'envoie mon feedback, en général dans les 48 heures, sauf s'il y a le week-end au milieu, avec des explications détaillées de mes corrections. Si tu veux en savoir plus, contacte-moi par email et on peut faire un petit rendez-vous pour expliquer comment ça marche et voir si c'est une formule qui pourrait te convenir. Mais si tu préfères des séances hebdomadaires en visio pour travailler l'oral et plus globalement travailler sur tous les aspects de ton français, une de mes collaboratrices pourra t'aider à créer ton plan d'apprentissage et atteindre tes objectifs. Je mets le lien vers le formulaire de contact dans les notes de l'épisode. On se retrouve d'ici 2 ou 3 semaines pour un nouvel épisode du podcast. Je te dis à très bientôt. Ciao, ciao. Voilà, si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner et d'en parler autour de vous. Et je vous dis à très bientôt sur My Polyglot Life en français.